Bonjour tout le monde. Je vous présente aujourd'hui le portrait des habitudes de consommation des jeunes trans non-binaires ou en questionnement au Québec. Je me présente, Abdelhakim Missoum, je suis candidat au doctorat en sciences de la santé communautaire. Cette communication a été faite en collaboration avec Julie-Christine Coton et Cindy Nadeau. J'aimerais tout d'abord exprimer le fait que je suis content et très stressé d'être là et de pouvoir vous présenter des résultats intéressants avec un volet contre-intuitif. Je serais curieux de vous entendre lors de la période des questions pour avoir votre avis et voir vos hypothèses qui m'aideront dans ma réflexion. Je vous rappelle aussi que ce sont des analyses préliminaires. Mhm. Nope. OK. Le contexte de l'étude. Pour la réalisation de cette présente étude, nous avons analysé une partie des données issues de l'enquête LGBTQ+, 2021 sur l'impact potentiel des facteurs de stress et de résilience sur le bien-être des personnes issues de la communauté LGBTQ+. Cette enquête a été initiée à la demande de 5 organismes communautaires de l'Estrie. Le laboratoire a été créé, elle a été menée par le Laboratoire inclusif de recherche et développement. Le laboratoire a été créé à l'initiative du professeur Julie-Christine Coton par, avec et pour la population issue de la diversité sexuelle, de la pluralité des genres et de la neurodiversité. Euh, Problématique. Des travaux suggèrent que les jeunes trans non-binaires peuvent présenter davantage de problèmes de consommation d'alcool et de drogue. Euh, Par rapport aux jeunes cisgenres. Ces prévalences s'expliqueraient en partie par les expériences de stress minoritaires comme la stigmatisation et la discrimination rencontrées dans différentes sphères de leur vie. Au Québec, on constate un manque de connaissances sur les habitudes de consommation des jeunes trans non-binaires, de même que l'influence du stress minoritaire et des facteurs de résilience dans ces différentes sphères de vie. L'analyse de notre étude est guidée par le concept théorique du stress minoritaire de Testa, qui vient préciser l'impact des facteurs de stress externes et internes, ainsi que les facteurs de résilience sur le bien-être des personnes trans et non-binaires. Selon ce modèle, les personnes trans non-binaires sont exposées à davantage de stresseurs que leurs homologues cisgenres, comme des expériences de rejet ou des discriminations en lien à leur identité de genre. Ces stresseurs externes et internes expliqueraient en grande partie les disparités entre ces deux groupes au regard du bien-être physique et mental et la consommation de substances. En contrepartie, des facteurs de résilience comme la solidarité communautaire et la fierté euh, permet- permettraient d'aménuiser les impacts de ces stresseurs sur leur bien-être. Euh, Comme hypothèse de recherche, la première, parmi les jeunes LGBTQ+, de 14-17 ans, les jeunes non cisgenres consomment des substances de façon plus problématique que les jeunes cisgenres de 14-17 ans. Les jeunes LGBTQ+, qui rapportent davantage de discrimination, présentent une consommation plus problématique. Comme troisième hypothèse, la discrimination, le sentiment d'appartenance communautaire et les sentiments de fierté contribuent à expliquer la variance de la consommation. Et comme dernière hypothèse, les facteurs de résilience, comme le sentiment d'appartenance communautaire et de fierté, modèrent le lien entre la discrimination et la consommation. Voici un bref résumé de nos hypothèses sous la forme d'un schéma qui vise principalement à explorer de potentielles associations entre la consommation problématique, l'identité du genre, la discrimination et deux composantes des facteurs de résilience, soit le sentiment d'appartenance communautaire et la fierté. Comme méthodologie, on a pris un échantillon de 327 jeunes constitués parmi les 1283 personnes LGBTQ participant à l'enquête 2021. Parmi ces personnes, 70% s'identifient en questionnement ou non cisgenre, 25% en cisgenre et 5%, on n'a pas eu de réponse.
Pour mesurer la consommation problématique, on a choisi le DEPADO qui contient 7 items. C'est un questionnaire bref qui permet d'évaluer l'usage d'alcool et de drogue chez les adolescents et de faire une première détection de la consommation problématique ou à risque. Il ne peut en aucun cas être utilisé pour établir un diagnostic de trouble de consommation. Il y a 3 niveaux de sévérité. Feu vert, aucun problème évident de consommation. Feu jaune, problème émergent. Feu rouge, problème évident. 6 items sur 7 doivent être complétés pour avoir une évaluation, sinon il est considéré comme incomplet. On a pris aussi 3 mesures, 3 échelles de mesure du stress minoritaire et résilience, adaptées de l'échelle de fierté de la Gender Minority Stress and Resilience Scale de TESTA. La première échelle, c'est de discrimination. Parmi les questions qu'on a posées, c'est j'ai entendu des personnes faire des remarques anti-LGBTQ+. Je me sens mal à l'aise d'utiliser les toilettes ou les vestiaires publics parce que je suis LGBTQ+. On m'a accusé d'être trop susceptible ou pointueux lorsque je parle de questions LGBT+, avec une personne qui ne l'est pas. Le deuxième échelle, c'est le lien avec la communauté. Des exemples de questions, je me sens connecté ou relié à d'autres personnes LGBTQ+. Je sens que je fais partie de la communauté. Et finalement, l'échelle de la fierté, qui contient 8 items. Comme résultat, nous avons inclus tous les jeunes dans l'échantillon, soit les jeunes de 14-17 ans, cisgenres et non cisgenres. Les résultats, c'est qu'on a eu 88% de feux verts, 6% de feux jaunes et 6% de feux rouges. Pour le résultat de la première hypothèse, les jeunes non cisgenres consomment des substances de façon plus problématique que les jeunes cisgenres. Comme première analyse, nous avons vérifié l'hypothèse que parmi les jeunes LGBTQ+, de 14-17 ans de l'échantillon, les jeunes non cisgenres consomment des substances de façon plus problématique que les jeunes cisgenres. Nous avons découvert que l'identité du genre des jeunes ne fait pas une différence significative quant à une consommation problématique, ni dans le score continu, ni dans le score catégoriel. Nous l'avons essayé avec les seuils. Ensuite, nous l'avons essayé avec les scores continus et les résultats sont non significatifs. Pour l'hypothèse 2, celle des jeunes qui rapportent davantage de discrimination liée au genre ou à l'orientation sexuelle présenterait une consommation plus problématique. On a fait une régression hiérarchique avec effet d'interaction. Selon le modèle 1, le modèle 1 n'est pas significatif. L'identité du genre ne contribue donc pas à expliquer la variance de la consommation problématique. Selon le modèle 2, lorsque nous ajoutons la variable liée à la discrimination de modèle, le modèle devient significatif. La discrimination expliquerait 9% supplémentaire de la variance de la consommation problématique. Le fait d'être cisgenre et de rapporter plus de discrimination prédit alors une consommation plus problématique. Pour l'hypothèse 3, la relation entre la variable liée à l'identité du genre et la consommation à risque reste non significative. Selon le modèle 2, si nous ajoutons les variables liées à la discrimination au lien avec la communauté et à la fierté dans le modèle, l'interaction entre les variables est alors significative. Selon ce modèle, l'identité du genre, la discrimination, le sentiment d'appartenance communautaire et le sentiment de fierté contribuent à expliquer 12,6% de la variance de la consommation problématique des jeunes. Les jeunes cisgenres qui rapportent plus de discrimination, un moins grand sentiment d'appartenance à la communauté et un plus grand sentiment de fierté sont plus à risque d'avoir une consommation problématique, ce qui justifie l'examen de l'effet de l'interaction dans notre prochaine hypothèse. Hypothèse 4. Selon ce modèle, bien que les variables contribuent à expliquer 12,6% de la variance de la consommation problématique des jeunes cisgenres, l'interaction entre le sentiment d'appartenance communautaire et la discrimination, ainsi qu'entre la discrimination et la fierté, est non significative. Contrairement à ce que suggère le modèle théorique de Testa, dans notre étude, les facteurs de résilience ne modèrent pas le lien entre la discrimination et la consommation.
Donc, les principaux constats, l'identité de genre n'est pas liée à une consommation problématique lorsqu'elle est considérée seule. Les jeunes trans non-binaires de l'échantillon ne consomment pas systématiquement de façon plus problématique que les jeunes cisgenres. Deuxième constat, les jeunes cisgenres présenteraient toutefois une consommation plus problématique lorsqu'elles vivent de la discrimination en lien avec leur genre ou leur orientation sexuelle. Troisièmement, la discrimination, le sentiment d'appartenance communautaire et le sentiment de fierté contribuent à expliquer la variance de consommation. Cependant, contrairement au modèle de Testa, les facteurs de résilience ne modèrent pas le lien entre la discrimination et la consommation problématique. C'est des résultats quand même surprenants. C'est le résultat que le fait d'être cisgenre et de rapporter plus de discrimination liée au genre ou à l'orientation sexuelle qui prédit une consommation plus problématique d'alcool ou de drogue. Or, les interactions entre la discrimination, le sentiment de fierté, le sentiment d'appartenance communautaire, l'identité du genre et la consommation n'expliquent que 12,6% de la variance de la consommation. Il est donc important d'explorer l'effet potentiel de d'autres facteurs de stress pouvant contribuer à la consommation problématique chez les jeunes, comme la transphobie internalisée, ou d'autres facteurs de résilience pouvant amoindrir ou prévenir cette consommation problématique. Notamment comme exemple la relation avec la famille, les amis, l'affirmation de soi et la satisfaction envers son apparence. Euh, Mon collègue Emmanuel Maté Emmanuel a fait une présentation là-dessus ce matin. Euh, voilà. Merci pour votre écoute.